Autour de la table, Nicolas Doucerin, salut Nicolas, président, fondateur, Valhumaine, Aziz Seni, salut Aziz, Quartier d'affaires, Stéphane Van Nuffel, salut Stéphane. Salut Stéphane. Netinvestissement.fr. Oui, tiens, et juste avant d'aller sur les lignes rouges du patronat, en fait, il se trouve que voilà, l'interaction est arrivée là il y a un instant et ça m'a fait, je trouvais ça intéressant, un rendez-vous qui peut pas se faire parce que me dit celui avec qui je devais avoir rendez-vous, bon Dieu, je me rends compte que là, on concentre tout sur 4 jours depuis le début du mois et c'est super intense. Je sais pas où donner de la tête. Je suis sous l'eau. Et donc, on a le test en temps réel de la semaine de 4 jours qui semble confirmer, mais moi, ce que je dis depuis le début, enfin, je le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est des DRH avec lesquels j'ai discuté qui le disent, que c'est pas une petite affaire, la semaine de 4 jours, et que si on décide d'avancer là-dedans, il va falloir y aller avec d'infinies précautions. C'est ce que tu ressens, Nicolas, dans ton activité ? Il y a quelque chose. Il faut qu'on bosse autant sur 4 jours, et c'est pas simple. Non. Alors moi, je ressens 2 choses dans mon activité. D'abord, de tout concentrer sur 4 jours, pas plus tard qu'il y a 20 minutes, je discutais avec ma directrice générale déléguée qui est complètement sous l'eau et qui va me retrouver tout à l'heure parce que là, elle n'arrive pas à tenir toutes les échéances. Et voilà. Et elle me disait qu'elle avait encore terminé à 22h30 hier parce qu'il fallait bien rattraper et compenser, que c'était très compliqué. Et je sens auprès des équipes un stress, mais négatif et pas positif, qui est lié justement au surplus de travail qu'on a du mal à gérer et organiser. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué. Bon, puis au passage, moi dans mon métier, nous on facture au nombre de jours facturés. Donc c'est vrai que la semaine de 4 jours, c'est pas très favorable. Bon, mais tu vas passer au forfait horaire, c'est pas très grave ça. Oui, c'est un détail. Exactement, c'est un détail. Mais c'est intéressant quand même. Oui, c'est vrai. On a l'impression d'un truc, parce qu'en fait, tout ce qu'on disait, c'est OK, mais avec les 35 heures, tu concentres 35 heures sur 4 jours, 9 x 4, 36, OK. Non, en fait, et c'est ça que me disait mon interlocuteur, c'est les interactions personnelles, en fait, qui doivent être concentrées sur 4 jours. Et ça change tout, finalement. Ben, ça change tout, ça complexifie et encore une fois, moi j'essaye toujours d'attacher beaucoup d'importance dans les organisations au stress et avoir un stress positif, un stress qui galvanise, qui incite, qui permet justement de travailler en meilleure intelligence. Or là, j'ai ressenti clairement sur ce mois-ci, on est rentré dans un stress qui est plus négatif parce qu'il y a un tel surplus que ça pèse sur les épaules et ça désorganise un petit peu et on sent qu'il y a des tensions qui sont palpables dans les entreprises dans lesquelles on travaille. Stéphane, ou Aziz, ça me fait sourire que tu abordes ce sujet parce que on en a parlé sur ce plateau il y a un mois. Ouais, mais exactement. J'avais dit que moi je n'avais rien contre la semaine des 4 jours, en particulier dans des secteurs d'activité comme les miens où il y a quand même une grosse partie des équipes qui sont en télétravail, que je ne suis pas obligé d'être sur leur dos, donc ils sont déjà dématérialisés entre guillemets dans leur présentiel. Mais j'avais dit attention, il faut que les Français ne se méprennent pas. Ça veut dire que ça va concentrer la même charge sur sur 4 jours. Ouais. Et je continue à rester convaincu que dans certains métiers, je pense que ça s'absorbe. Sur les top management, je pense qu'on oublie, parce que même quand on est en semaine de 5 jours, en général, de toute façon, on finit à 22h30. Oui, mais justement, comme tu finis à 22h30, tu vas finir à minuit. C'est ça, en fait, que... Ou alors... tu vois, ce que nous dit Nicolas, c'est ça, en fait. Sa DG, elle est top management. En fait. Tu vas pas finir. Ou tu vas pas finir. Ça t'explose, soit tu ne vas pas sur un projet. Voilà. Tu vois, c'est la courbe de l'affaire du travail, en fait. Tu vois, non, mais c'est effectivement l'erreur que je pouvais faire, moi, dans la perception de ce truc, c'est de me dire, effectivement, à notre niveau, on va dire, top management, franchement, ça se gère. En fait, voilà, tu me dis que non, et je réalise que peut-être pas. Aziz ? Moi, je n'ai pas changé d'avis depuis le mois dernier. Sur la semaine des 4 jours. Il ne faut pas l'imposer. Il faut l'expérimenter. Il y a des entreprises qui l'ont déjà mis en place. Ça fonctionne. Donc, ça fonctionnerait peut-être. Oula, très peu, hein, Aziz. Très peu. Non, franchement, j'ai regardé ça très peu. LDC, à Lyon, ça fonctionne bien. Ah oui, non, mais c'est tout petit, c'est particulier. C'est la volonté, si tu veux. Alors, c'est la volonté du chef d'entreprise. Voilà. Grand respect hein, pour LDC. Ah, j'ai oublié leur nom. Les deux frères. J'ai oublié. Oui, mais oui. C'est la Claire Jury.
Oui, mais j'ai plus les prénoms des deux frères, enfin bon, peu importe. C'est une histoire d'entreprise d'ailleurs incroyable. Mais c'est une volonté très très forte, si tu veux. C'est un peu comme les patrons qui suppriment leur bureau ou des trucs comme ça. Si ça marche pour certains, ça marchera pour d'autres. Et puis, moi, j'ai le sentiment aussi un petit peu sur... C'est comme cette histoire de télétravail au tout début, quand tout le monde voulait faire du télétravail. Et puis, finalement, on a essayé, et puis on s'est aperçu que chez certains, ça marche, chez d'autres, c'est pas l'utilité. Je te renvoie même à il y a encore plus longtemps, le fameux bureau open space tout ouvert, où on avait la folie de faire travailler tout le monde sur le même plateau, et puis on s'est rendu compte que... Donc, tout ça, c'est bien, moi je suis pour l'expérimentation, ça marche ici, ça marche pas, on ajuste et on avance. Bien, donc, ligne rouge du patronat. Oui, j'ai mis ça parce que là-dedans, on met tout, quoi. Voilà, on va pouvoir discuter ensemble de l'ensemble des grands sujets du travail. Alors, non, mais comme c'est ligne rouge du patronat, oui, parce que c'est les lignes rouges après les rencontres entre Elisabeth Borne et les syndicats. Pas question d'accepter une conditionnalité, on parlera après du travail des seniors qui vous intéresse. Pas question d'accepter une conditionnalité des aides ou une atteinte aux ordonnances de 2017, puisque la CFDT met le retour des CHSCT, enfin en fait le retour de l'ensemble des représentants du personnel tels qu'ils étaient avant les ordonnances Macron-Pénicaud. Elle les met en tête de ces demandes. Et puis, il y a des velléités aussi de verdir le crédit d'impôt recherche. Enfin, on l'a vu aussi avec les récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites là-dessus, les gars ? Vas-y. Vas-y, Stéphane. Écoute, alors d'abord, je fais exprès, d'abord c'est pour caricaturer puis pour sourire, c'est bien parce qu'il y a des lignes rouges du patronat, donc au moins on s'intéresse à des sujets qui touchent au patronat, comme l'élection du MEDEF et qu'apparemment ça n'intéresse personne, vraisemblablement. Non, ça n'intéresse personne. C'est pour ça que c'est intéressant que tu fasses, mais c'était juste pour faire une blague. Moi, tu sais, Non, mais on peut en parler. Moi, ça m'intéresse que ça n'intéresse personne. Voilà, à la limite, ce qui est intéressant, c'est que ça n'intéresse personne. Parce qu'en fait, alors donc on reste 2 secondes sur l'aparté. Si tu veux, parce que j'ai une théorie là-dessus. Donc vas-y. Il a sûrement fait du très bon boulot sur plein de trucs. Moi, j'ai eu des très bons échos sur plein de sujets. Moi, je suis pas très impliqué. J'ai jamais été très impliqué dans le MEDEF. C'était pas du tout ma cam syndical, ça ressemble trop à un syndicat à la papa, comme ceux que je n'aime pas. Mais de l'autre côté, des gens sont appliqués et ont vu des choses bien, des choses pas bien, des gens très bien. Tu es toujours... non, tu as été pendant plusieurs années. Mais pendant 7 ans. C'était quoi ta fonction exacte? J'ai oublié. J'ai d'abord été au conseil d'administration du MEDEF 78 Yvelines. Je me suis occupé de la commission fiscale, puis je suis monté au national en tant que président de commission nationale sur l'entrepreneuriat et puis une autre commission sur les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. Voilà, les nouvelles responsabilités entrepreneuriales. C'est bien pour ça qu'on parlera ensemble de la loi Pacte. Dans le sens de... Alors, tu dis quoi sur le fait que personne ne s'intéresse à la présidence du MEDEF? C'est-à-dire qu'en gros, je crois que ça devient un non-sujet dans l'absolu. Mais c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi? De quoi, que ça devienne un non-sujet? Oui, que ça devienne un non-sujet, que personne ne s'y intéresse. C'est de pire en pire. Ah, ben pour moi, c'est une bonne chose, en fait, au contraire. Parce que oui. La non-représentativité, y compris charismatique des dirigeants, et j'ai rien contre Geoffroy Leroux de Bézieux, ni ses potentiels remplaçants, ou remplaçantes, c'est juste... Voilà, on a un système qui aujourd'hui n'arrive pas à s'entendre. Il faudrait donner une vraie place à ces syndicats, quels qu'ils soient. Mais ils l'ont... alors, je vais te dire, parce que en fait, j'ai changé d'avis là-dessus, j'ai réfléchi. Au départ, effectivement, je me disais, bon, ça n'a aucun intérêt et c'est dommage. En fait, j'ai radicalement changé d'avis. L'important, c'est le MEDEF. L'important, c'est le patronat et l'important, c'est la capacité qu'a cette organisation à porter des revendications et à négocier avec les syndicats de salariés comme ils le font en fait de manière assez efficace depuis quelques mois. Le sujet qu'il y a eu avec les patrons du MEDEF emblématique, Sellière, Laurence Parisot, etc., c'est que tu as une dimension personnelle, médiatique, starification, qui est venu assez régulièrement brouiller en fait un message patronal classique. En particulier quand ils n'étaient pas aimés. Non, mais même le porte-à-faux entre Laurence Parisot, pour laquelle j'ai une grande admiration, et la réalité du monde patronal français, il est radical, orthogonal, comme dirait Emmanuel Macron. Antoine Sellière avant lui, mais lui c'était avec la société. C'est pas possible, quoi, tu vois. Enfin, c'est le XXe siècle. Pardon, truc de boomer, mais enfin, les Guignols l'avaient fusillé pour le restant de ses jours, le baron Sellière. Voilà ce que je pense. Et donc finalement, d'avoir un homme ou une femme,
Mon sentiment, c'est que ce serait sans doute encore mieux si c'était Dominique Carlac. Je pense qu'ils sont parfaitement interchangeables, mais bon, peu importe. Mais d'avoir un homme ou une femme qui sont des techniciens, des bons chefs d'entreprise qui gèrent leur boîte et qui vont aller négocier calmement avec des syndicats responsables, finalement, c'est ce qui... Dans ce sens-là, voilà. tu as raison. Dans ce sens-là, tu as raison. Surtout pour revenir sur tes lignes rouges, qu'on est quand même sur des sujets qui parfois sont des sujets extrêmement techniques. C'était juste là-dessus justement. Ouais. J'ai commencé à m'intéresser en fait à toutes ces problématiques et ce que ce gouvernement va devoir affronter. Parce que on parlait des syndicats et le MEDEF est un agrégat de différents métiers. Donc il y a de la politique en interne aussi. Être le patron d'un syndicat, c'est compliqué. Être le patron d'un gouvernement tel que celui qu'on a aujourd'hui, avec une majorité inexistante à l'Assemblée, on va se le dire, c'est très compliqué à ce moment-là, parce qu'on a une première ministre qui a donc forcément plutôt des appétences de mémoire de gauche, avec un ministre des Finances qui a plutôt des appétences de droite. Et donc là, forcément, sur les sujets que tu as listés, que je ne connais pas au détail, tu as des frottements et c'est extrêmement difficile à ce moment-là, pour le patronat en particulier, qui normalement devrait plutôt défendre un certain nombre de choses, mais pour les syndicats en face aussi, de se positionner par rapport à ce qui est faisable, pas faisable, acceptable ou pas acceptable. Et je pense que la sensation des Français, je finirai là-dessus, la sensation des Français qu'ils n'ont pas été entendus, que les syndicats n'ont pas été reçus, que les syndicats n'ont pas été entendus, c'est parce qu'en fait ça traite de plein de sujets où on revient en arrière sur des trucs, on en rajoute, on remet des couches. C'est jamais clair et ça change tous les 3-5 ans. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Mais tu vois, j'ai un peu cette sensation-là. Ouais, mais enfin, je vais laisser Aziz s'exprimer. Comment est-ce que tu es d'accord? Le CHSCT, pour le dire rapidement, ça a été, les ordonnances Macron-Pénicaud, c'est une division par 3 de l'ensemble des représentants, des heures de délégation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, des heures de délégation dans les entreprises. C'est tout simplement de la productivité en plus, quoi. Ah bon? Ah bah oui. Mais t'as pas dirigé une boîte avec un CHSCT, toi? Non. Ah bah mon pote. Oui, mais le tissu. Bienvenue au club. Le tissu des entreprises. Moi j'ai fait ça, moi. Une nouvelle structure. Moi j'ai fait ça, moi, si tu veux. Moi j'aurais même pas imaginé. Ah mais en matière de perte de temps, tu sais que. Ah bah, je sais bien. Mais après, la queue à la poste peut-être peut être comparable, mais il y a assez peu de choses. Vas-y, Aziz. Bon, mais c'est valable pour ça et c'est valable pour tout le reste. À chaque fois, on vient alourdir de nouvelles pesanteurs administratives, juridiques, l'activité, comme si dans cette période, on n'avait pas besoin, comme tu viens de le dire, de dégager du temps pour pouvoir être plus productif. On dit qu'on veut faire la semaine des 4 jours et en même temps, on veut encore réduire les activités. Il ne s'agit pas de nier des droits, il ne s'agit pas de dire il ne faut pas de représentants ou il ne faut pas d'instance pour regarder ce qui se passe, pour proposer, pour être copartenaire de la croissance de l'entreprise. C'est simplement que c'est encore alourdir. Et c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt des salariés ou c'est plutôt celle des syndicats? Ah, mais évidemment. Donc, évidemment que non. On n'est pas dit, mais il faut le dire. Il faut le dire aussi aux salariés en leur disant c'est peut-être pas uniquement dans votre intérêt ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je suis aussi, pour avoir vu un peu dans les coulisses, il faut de temps en temps laisser 2-3 choses à se mettre sous la dent d'un point de vue public, d'un point de vue communication, dire qu'il y a les salariés qui vont discuter avec le patronat, il faut mettre ça en vitrine, montrer qu'il y a un débat. L'État essaye de mettre la main dessus parce qu'il y a un enjeu politique et électoral derrière, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 95% des accords, branches, fédérations, patronat, salariés, enfin ces deux parties prenantes, ils se font au quotidien de manière paisible et quasiment toutes les semaines, il y a un accord qui se fait dans les entreprises et entre les fédérations, etc. Donc là, il faut faire un peu aussi de montrer qu'on sert à quelque chose, quoi. Oui, mais on va en parler après. Alors, ça s'appelle l'interprofessionnel, l'interpro, comme disent les spécialistes. L'accord sur le partage de la valeur, il a été négocié, syndicat, patronat, tranquillement, pendant 6 mois. Tu as un résultat qu'on a beaucoup détaillé, dont on va reparler. Donc, ça marche quand même. Oui, mais en créant quand même des effets de seuil quand même. Ah bon, bref. Ah ben ça, mais toujours tu auras un effet de seuil. Non, t'es pas obligé. Oh bah si. Ah bon? Bah t'es obligé d'avoir un effet de seuil. Tu peux pas. Enfin attends, Nicolas, comment est-ce que tu regardes ces histoires-là? C'est toujours ce que vous évoquiez au niveau des syndicats. Le problème, c'est que le décalage qu'il peut y avoir de la perception des citoyens, des salariés que nous sommes, c'est qu'aujourd'hui, on a des syndicats qui représentent plus qu'eux-mêmes. Puisque comme tu le sais, dans les élections aujourd'hui, ça représente moins de 5% des salariés. Bon, donc on a un décalage qui est quand même relativement important. C'est le même problème un peu que les partis politiques d'ailleurs. C'est assez marrant. T'as de moins en moins de gens qui te votent. Et donc derrière, tu te retrouves avec des décalages lorsque notamment médiatiquement, tu vas mettre
tel sujet sur la table qui va être focalisé par les médias, et là tu te dis les autres ils découvrent. Alors que dans nos TPE et nos PME, globalement, ça fonctionne plutôt très bien, hein, objectivement. Ah oui, Ça fonctionne très bien. sûr, Bon, voilà. C'est vrai que dès qu'on rajoute les couches, moi je suis assez partagé. Bon, les effets de seuil, on les connaît tous, hein, on les contourne. T'es obligé d'en avoir des effets de seuil. Oui, Tu peux pas. Enfin, alors là, pour le coup, je me fais même pas l'avocat du diable, mais enfin, tu sais que tu as des seuils dans les entreprises. Alors, reste à les définir. Peut-être le seuil de 50 n'est pas forcément pertinent, et l'ensemble de ceux qui ont regardé ça de très près, c'est un seuil de 60 serait plus intelligent. Si ma mémoire est bonne, le seuil européen, il est à 250. Non, mais tu as différents seuils. Tu as différents seuils. Mais tu as un seuil, tous les chefs d'entreprise. Je ne sais pas si dans ton expérience tu vois ça, mais je crois que tu vois ça, on en avait déjà parlé. Le seuil de 60 est un seuil intéressant, et on dit, les experts du management te disent, à 60 salariés, par exemple, tu es obligé d'embaucher un DRH. À 60 salariés, tu ne peux pas être et le patron et le DRH, par exemple. Enfin, voilà. Donc ces seuils, ils existent. Et qu'il y ait en face des éléments réglementaires qui viennent sanctifier, marquer ces seuils, me semble pas... C'est ce que je te dis, toutes ces règles sont enfin, je ne sais pas qui t'a donné ça, mais bien avant. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, à 25 salariés, tu dois avoir un DRH. Oh, je sais pas. Non, Bon, rentrons pas dans ce débat, mais je suis pas sûr là. Le Covid, on en parlera si vous voulez. On en a 25 ici à Bismart, on n'a pas besoin d'un DRH, hein, franchement. Mais t'as qui ? En fait, t'as qui ? T'as des journalistes, t'as des techniciens du média. C'est des gens très bien. C'est des gens qui sont impliqués dans leur entreprise. C'est des gens que t'as pas besoin de. Ce que veut dire Stéphane, c'est que tu galères en termes de ressources humaines, tu galères pas de la même manière en transport et BTP que dans le milieu journalistique. T'es un artisan du bâtiment, t'as 15 salariés ou 20 salariés. Si t'as pas quelqu'un qui, à la RH, gère les conflits. Ah bon, c'est vrai ? D'accord. Alors, pardon, Nicolas. Je connais pas le bâtiment. Non, mais les effets de seuil, parce qu'en fait, les effets de seuil, ils sont découpés. Les montants, on s'en fout. Ils sont découpés à la française et ça tombe sur tout le monde. Ça s'appelle un effet de seuil. Ouais, non, mais tu peux faire un effet de seuil. Ça dépend si tu es au Syntec numérique ou si tu es à la convention collective du bâtiment ou de l'industrie automobile. Ah, d'accord. Les boîtes sont pas du tout la même taille. Alors là, je me tourne vers Nicolas. Des seuils par secteur, tu voudrais. Évidemment. Mais c'est comme le partage du profit. Alors à partir de 11, tu peux avoir droit à la participation, à l'intéressement, mais en dessous, non. Sauf si tu fais machin, donc tu fais un PE, puis ensuite tu es obligé de le faire au-dessus de 50. Enfin, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le mec, il a 2 employés, ça marche hyper bien. Il voudrait leur faire bénéficier. Ah bah il peut. Il peut. Dans l'autre sens, non, en revanche. Tu vois, et donc c'est ça qui gêne, c'est que le mec se dit... Comment ça, dans l'autre sens ? C'est-à-dire que tu t'es obligé à un moment donné. Tu peux pas faire... Oui, à un moment, tu es obligé. C'est l'accord qu'ont passé ensemble les syndicats et le patronat. Non, les syndicats qui représentent 5% des salariés et les syndicats patronaux qui représentent 5% des patrons. Oui, mais alors là, mon pote, excuse-moi, ils ont qu'à se lever et aller voter. Hein. C'est pas très compliqué, tu peux même voter par Internet, t'as même pas besoin de te lever. Ah, ça, je suis d'accord. Mais c'est ce que je te disais, c'est pour ça que moi, je n'ai pas d'appétence, par exemple, pour le syndicat qui représente le patron des patrons. Moi, il n'a jamais représenté le patron des patrons. Ça c'est une question de fond. Mais oui, c'est une vraie question de fond. Non, mais on parle... Ça part dans tous les sens. Non, Stéphane, parce qu'en fait, ça va avec c'est le mécanisme à la française, et je le comprends qu'il faut. Mais pourquoi à la française ? Partout, tu as des effets de seuil. Ouais, mais ils sont pas comme ça. Nous, on a mis 40 effets de seuil. On en a plus que les autres. On a un bon du travail. J'appelle même plus ça un droit du travail. C'est une vraie question, et ça pose la question de la réforme de ces organisations patronales et salariales. C'est comment elles peuvent devenir plus représentatif. Alors, tu as 2 façons de voir les choses. Soit tu la vois côté offre en disant est-ce que la CGT, le MEDEF, la CPME, etc. ont des propositions intéressantes et attirent de nouveaux adhérents, ou tu peux la voir aussi, et c'est une problématique française pour le coup, de l'engagement. C'est valable pour les ONG, c'est valable pour les partis politiques, c'est valable pour les syndicats. Cette baisse de l'engagement, les gens n'ont plus envie de s'engager. Ou quand ils s'engagent de manière différente, et donc ça appelle à une adaptation de l'offre. Et ce que dit Stéphane, je suis d'accord avec lui, pour l'avoir vu sur le terrain, c'est que les gens te disent je vais adhérer à une organisation, quelle qu'elle soit, mais ça me rapporte quoi ? Ça me rapporte quoi ? Concrètement, c'est ça. Tu te retrouves face à un chef d'entreprise, PME généralement, le mec doit payer 500, 1000 balles de cotisation. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Alors, le MEDEF, par exemple, que je connais bien, tu as toute l'infrastructure pour pouvoir faire du chiffrage, pour te donner toute la data dont tu as besoin. Et puis le support légal. Et puis le support légal fondamental en France. D'accord. Évidemment. Mais quand tu es un responsable de PME avec 50 ou 100, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin ? Ah oui. Non.
Après, tu Ah, là, je choisis, suis mais tu as totalement- besoin. Je m'inscris en faux. Hein. Ah, C'est mais, pas, enfin, c'est pas ta première demande. Hein. Bon, après, ton expert comptable peut le faire, mais enfin, tu as quand même besoin, c'est pas mal, C'est pas ta première de lâcher demande. quelques centaines d'euros pour avoir un accompagnement juridique, social, etc., C'est qui pas soit ta d'équerre. première demande, crois-moi. Non, mais évidemment que c'est pas ta première Ah, c'est pas demande. la mais première enfin, demande. c'est à ça que ça sert, quoi. Et quand tu as l'offre, moi, pardon, mais c'est du foutage de gueule. L'offre, elle est disponible partout. On est libéraux, mon cher Stéphane, profondément libéraux. Les gars n'ont qu'à se prendre en main et aller voter. C'est pas Et s'ils ne mon sont pas sujet. contents, à ce moment-là, ils créent leur truc. Exactement comme Je me Nicolas l'a suis fait mal pour la politique. exprimé quand je dis l'offre, je parle de l'offre de service, de la proposition de valeur. C'est ça. C'est Ah pas d'aller amener tout à chacun. On est des entrepreneurs, on se débrouille, je vais rester correct. On D'accord. se débrouille, on va chercher l'info. Mais je parle d'offre de service, d'offre service syndicale. Ouais, moi, en synthèse, sur 2 points. D'abord, je vais revenir, on l'avait déjà abordé une fois. Si on veut réformer un tout petit peu le système, il faut mettre en place le chèque syndical qui permettrait déjà à chaque salarié d'attribuer le montant au syndicat de son choix. Ça permettrait de diversifier la concurrence au niveau des syndicats et d'arrêter de financer par le haut et de faire financer directement par les salariés pour qu'ils se sentent plus engagés et que ce soit chaque salarié qui décide de donner l'argent, concrètement, au syndicat qu'il veut. Et ça permettrait de créer plein de nouveaux syndicats. Je referme juste la parenthèse Forme là-dessus. de vote obligatoire. Non, mais tant qu'on ne réformera pas ça, on aura toujours le même problème et on pourra rediscuter de ça pendant 15 ans. Le deuxième sujet au niveau des seuils, vous avez tous les deux raison, messieurs, c'est que d'abord, il faut un niveau de seuil pour une raison très simple. Moi qui ai eu la chance de monter des entreprises de 0 à 250 salariés, quand tu mets en place ton intéressement, ta participation, si tu n'as pas tes reprenses du personnel pour représenter tes salariés et signer pour tes 200 salariés, et à l'inverse, s'il fallait négocier avec chaque salarié pour faire signer l'avenant, tu t'en sors pas. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on a, comme le Code du travail, comme on a parlé du droit civil, on a complexifié le système, on l'a alourdi, on a rajouté trop de seuils, et c'est ça qui complexifie. Donc on a les champions de la compétition, moi je le vois encore, c'était encore la semaine dernière, j'aidais un chef d'entreprise qui avait 200 salariés, alors il n'a pas de comité d'entreprise, il a créé 12 structures, il y a 25 personnes... Si, 200 salariés, il a un comité d'entreprise quand même. Non, Je pense qu'il y va. la réponse est non. Il a créé autant d'entités par effet de seuil pour ne pas dépasser. Et il y a un moment, je me dis... mais le mec, Non, mais je me dis, il faut arrêter. Il y a un moment, il faut assumer. Il y a un moment, il faut assumer. Et on a les syndicats, on a les représentants que l'on mérite. Non, mais tu te rends compte C'est dans la- l'énergie Non, mais que ça a dû lui coûter d'essayer de contourner. Juridiquement. Parce que Mais c'est c'est des tas de- n'importe quoi. Avec un risque en plus par-dessus. Ah oui, il a Non tous les risques de négligeable. requalification de la terre. J'ai dit, et j'en parlais justement avec ce dirigeant parce que je lui disais, on a les syndicats et les représentants du personnel que l'on mérite. Je suis pas d'accord, Nicolas, mais alors 100% pas d'accord Mais avec moi, ce que tu es j'ai- en train de dire. Pardonne-moi, Ouais. je Vas-y, comprends même pas vas-y. qu'un garçon intelligent comme toi puisse dire ça. Oula. On le voit tous les jours. Je veux dire, ces effets de seuil, en France en particulier, parce qu'on a encore cette culture, pardonnez-moi de m'agacer, qui me touche profondément, du conflit capital-travail. On est encore au 19e siècle. Tu as des discours dans n'importe quelle entreprise où tu rencontres des mecs dont la spécialité est d'être le représentant syndical de son entreprise. Et quand il arrive, il quitte une entreprise, parce qu'il est invirable, je vous le rappelle, il va dans une autre entreprise, ça fait pas 3 mois qu'il est là, il se fait réélire. Ouais, Et il est là que... Mais Pardonne-moi, Stéphane, je les ai jamais eus, moi. J'en Stéphane. rencontre tous les jours des Non, pas tous les jours, j'y crois Je ne pas. rencontre pas les mêmes que toi. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tout ça est fait pour les CAC 40. Alors, c'est eux qui embauchent le plus. Tout ça est fait pour les grands groupes avec des services RH de 80 personnes. Moi, je côtoie des gens, on est sur les effets de seuil. Je n'ai que des mecs qui sont TPE. Si on veut des ETI à l'allemande, si on veut des boîtes comme ça, il faut qu'on arrête ce genre de conneries. Parce que dès que tu commences à avoir 50, 60, 100 salariés, 150, tu vas en recruter un forcément. Tu vas en recruter un, tu vas pas le voir arriver. Donc, je suis ravi si Mais Nicolas le voit Stéphane, arriver. Non mais moi je suis pas un mérites, extra. Non, mais tu mérites ton Stéphane, salaire. je suis pas un extraterrestre. Je suis chef d'entreprise depuis 25 ans. J'ai monté des boîtes de 50, 100, 150, 200, 250 personnes. T'as bien vu qu'à un moment donné, tu peux échapper le risque de tomber sur quelqu'un de mal intentionné. Ça ne m'est jamais arrivé. Tant mieux, Mais ça ne m'est jamais arrivé parce que j'ai toujours géré les ressources humaines. Nicolas, tu es dans un secteur très Alors, il y particulier. a- Non, mais Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que ce que tu dis est peut-être juste pour un secteur donné, avec une expérience donnée. Moi, pour avoir côtoyé surtout des entrepreneurs à taille humaine, c'est-à-dire jusqu'à 150, 200 salariés, ça ne veut pas dire que c'est inhumain après, mais
Voilà, on est dans la grosse TPE, dans la petite PME. Il y a une vraie trouille des chefs d'entreprise avec ces effets de seuil. Il y a ce que tu dis, par exemple, dans le bâtiment ou dans le transport de marchandises, mais c'est monnaie courante. Je ne dépasse pas les seuils, je monte une boîte, j'en monte une deuxième, je market pour faire une spécialité un peu particulière. Mais ça existe, c'est courant. C'est courant chez les petits. Et ce qui est intéressant d'analyser, c'est pourquoi c'est fait. Pourquoi ils dépensent autant d'énergie? Par peur. Ils ont la trouille. Ces chefs d'entreprise préfèrent transpirer à faire ça plutôt que d'avoir ou de tomber sur le gars que décrit Stéphane, qui n'est pas une généralité, mais qui existe, et c'est un risque énorme. Mais non, c'est pas un risque énorme. Pourquoi mais non, si effectivement tu as la capacité de discuter à peu près correctement avec tes salariés, tu vas le marginaliser, ce gars-là. On l'a tous vécu, on l'a tous connu. Mais non, c'est pas un risque énorme. Marginaliser un gars dans ton entreprise, ça tu sais, de franchement, l'énergie. en fait, Stéphane, moi, je renverrais presque dos à dos. Effectivement, le syndicaliste anticapitaliste proudhonien que tu as décrit, et puis le patron qui va se faire ses petites filiales à la noire pour être sûr de l'éviter. Les deux, je les renverrai presque dos à dos. Je n'ai absolument pas validé ce que fait le patron, et mais plein. Plein de filiales de 49 salariés. Et ça me rend dingue à cause de ça. Il y a une différence entre les deux que tu décris. Il y en a une fondamentale. Il y en a un qui est idéologue et convaincu de son idéologie. De détruire. Et de l'autre côté, c'est un comportement qui est lié à la trouille. C'est la peur qui préside. Je crois qu'il est un peu idéologue aussi de l'autre côté, à mon avis. Vous savez quoi? On va marquer une pause, mes amis.